Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler des liaisons chimiques entre les atomes dans les molécules et nous allons parler aussi de ce qu'on appelle la polarité de ces liaisons chimiques entre les atomes et nous allons aussi parler de la polarité des molécules qui sont faites de ces atomes. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une liaison chimique? Une liaison chimique va se former entre deux atomes lorsque les noyaux atomiques attirent les mêmes électrons. Qu'est-ce que cela veut dire? Si nous voyons ici cette molécule de méthane qui est formée de un atome seulement de carbone et de 4 atomes d'hydrogène, nous allons voir que le carbone a fait 4 liaisons chimiques avec l'hydrogène. Et ces liaisons chimiques sont des liaisons covalentes parce que, par exemple, dans cette liaison-là, l'atome d'hydrogène à droite et l'atome de carbone à gauche partagent tous les deux une paire d'électrons, un provenant du carbone et l'autre provenant de l'hydrogène. Et ces deux électrons sont décrits, ou on les décrit comme partagés entre les deux atomes parce qu'ils vont euh, tourner ou graviter autour de l'hydrogène et autour du carbone pour compléter la couche extérieure de l'hydrogène et en même temps compléter la couche, le nombre d'électrons dans la couche extérieure du carbone pour acquérir la stabilité chimique. Mais ces électrons-là portent une charge négative et le noyau de l'hydrogène, comme tous les noyaux, porte une charge positive et celui du carbone porte une charge positive parce que dans n'importe quel noyau, il y a un certain nombre de protons qui portent des charges positives et en même temps des neutrons qui n'ont pas de charge du tout. Donc, la charge du noyau est une charge positive. Donc, il y a une attraction entre le noyau de l'hydrogène et les électrons qui sont partagés dans cette liaison simple. Et en même temps, il y a une force d'attraction entre le noyau positif du carbone et la charge négative des électrons de cette liaison covalente simple. À cause de ces deux attractions, les deux atomes sont attirés les uns à l'autre. C'est-à-dire que l'atome de carbone est attiré à l'atome d'hydrogène et l'atome d'hydrogène est attiré à l'atome de carbone. Et bien sûr, chacun de ces noyaux attire les électrons parce que, comme on vient de le dire, il y a une force d'attraction électrostatique entre le noyau positif et les électrons négatifs. Lorsqu'on forme une liaison entre deux atomes, l'énergie est libérée. Un peu d'énergie, une certaine quantité d'énergie est libérée. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une libération d'énergie quand on forme une liaison? Parce que quand on forme une liaison, comme on vient de le dire, il faut revenir au but de cette liaison. Le but de cette liaison, c'est de rendre les atomes plus stables chimiquement. Comment? En complétant le nombre d'électrons dans la couche d'énergie extérieure. C'est-à-dire au début, quand nous avons un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène dans l'environnement du carbone. Donc, tous ces atomes-là bougent librement dans le milieu chimique. Donc, ils ont beaucoup d'énergie kinétique. Et quand ils forment une liaison, ils deviennent plus stables, ils diminuent leur mouvement et ils ont maintenant une couche extérieure complète
et donc ils n'ont plus besoin de bouger et de faire des collisions avec les atomes voisins, et donc on perd un peu d'énergie. Donc un atome a plus d'énergie. Un atome hors d'une molécule a plus d'énergie qu'un atome dans une molécule. La différence est libérée lors donc de la formation d'une liaison, parce que quand la liaison est formée, les atomes vont acquérir une configuration plus stable. Pourquoi? Parce qu'ils ont complété leur couche externe. Et en même temps, le contraire, c'est que en brisant ou en rompant cette liaison, nous allons voir qu'il y a de l'énergie qui doit être fournie, parce que il y a une très forte attraction, ou une attraction assez forte entre les noyaux et les électrons qui sont partagés, et donc pour rompre cette attraction, ou pour pouvoir briser cette force d'attraction ou l'empêcher, donc vous devez fournir de l'énergie. Donc la formation d'une liaison chimique libère de l'énergie, alors euh, de l'énergie doit être absorbée ou fournie quand on rompt une liaison. Euh, Nous avons deux types de liaisons, comme vous savez. Nous avons des liaisons ioniques qui résultent de pertes et de gains d'électrons, c'est-à-dire de transfert d'électrons. Et nous avons alors, quand il y a une perte d'électrons et un gain d'électrons, les atomes ne resteront plus des atomes, ils seront des ions. Et donc, cet atome qui va gagner un électron, donc va gagner une charge négative et va devenir un ion négatif, ce qu'on appelle un anion. Mais les cations, au contraire, sont des atomes qui ont perdu des électrons, c'est-à-dire ce sont des ions positifs. Nous avons ici des exemples d'ions comme l'ion de sodium, comme l'ion de calcium, etc., qui sont importants pour le fonctionnement des nerfs, pour la génération et la transmission de l'électricité tout le long du nerf. Ici, nous voyons par exemple un anion, et il a une charge négative parce qu'il a gagné un électron. On vient de dire que les anions sont des atomes qui ont gagné des électrons. Et aussi, on a un cation ici, le sodium, qui a perdu un électron. Et quand on perd une charge négative, donc on devient un ion positif. Donc les atomes sont neutres, mais les ions ne sont pas neutres, ils sont ou bien négatifs, ils portent une charge négative, ou une charge positive. Mais il y a un autre type de liaison qui sont les liaisons covalentes. Et dans les liaisons covalentes, il n'y a ni perte d'électrons, ni gain d'électrons, mais comme on vient de dire, les deux atomes qui forment ensemble des liaisons covalentes vont partager des paires d'électrons. Et il y a trois types de liaisons covalentes que l'on utilise beaucoup en chimie et en biochimie. Quand vous avez seulement une seule paire d'électrons qui est partagée, comme la paire d'électrons qui est partagée entre l'hydrogène et l'hydrogène, quand ils forment une molécule, quand ces deux atomes d'hydrogène forment ensemble une molécule d'hydrogène, donc vous avez une liaison simple. Donc la liaison simple est formée entre deux atomes quand ils partagent seulement une paire d'électrons. Mais quand ils partagent deux paires d'électrons, comme l'oxygène, l'atome d'oxygène et un autre atome d'oxygène qui font une molécule d'oxygène, nous allons décrire cette liaison comme une liaison covalente double. Et si vous avez trois paires d'électrons qui sont partagées, donc vous avez une liaison covalente triple.
Cela dépend de quoi? Cela dépend de combien d'électrons chaque atome va offrir dans cette liaison que l'on partage ensemble. Ici, par exemple, vous savez que l'hydrogène a un seul électron dans la couche extérieure. Donc, il a besoin d'un seul électron pour compléter cette couche extérieure et donc d'une liaison simple. Donc, il va partager un seul électron où chacun de ces atomes d'hydrogène va partager un électron. Mais pour l'oxygène, nous avons deux électrons dans la couche première et puis la couche extérieure a 6 électrons. Donc, chacun de ces oxygènes, de ces atomes d'oxygène a besoin de 2 électrons pour compléter les électrons dans la couche d'énergie extérieure et obtenir la stabilité chimique. Donc, chacun d'eux doit partager 2 électrons. Parce que quand cet atome à droite partage 2 électrons, il va recevoir 2 électrons de l'autre atome et donc compléter sa couche extérieure. Donc chacun de ces atomes va offrir 2 électrons pour compléter sa couche extérieure et la couche extérieure de son voisin. Ici, par exemple, vous savez que la valence du carbone est 4, c'est-à-dire qu'il a 4 électrons dans la couche extérieure. Donc, il a besoin de 4 électrons. Donc, il va partager 3 électrons avec l'atome de carbone voisin et un électron seulement avec l'atome d'hydrogène. Ici, par exemple, nous voyons un exemple de liaison covalente simple. Nous avons l'atome 1 qui est un non-métal et l'atome 2 qui est aussi un non-métal et chacun d'eux va partager un électron avec l'autre pour compléter la couche extérieure et pour avoir 8 électrons dans la couche extérieure. Donc ici, après avoir formé cette liaison simple qui consiste de 2 électrons partagés, un provenant de l'atome A et un provenant de l'atome B. Maintenant, B a ses 6 électrons et en addition, ou en plus, il y a 2 électrons partagés. Donc, il y a 8 électrons qui gravitent autour du noyau de l'atome B et en même temps 8 électrons qui gravitent autour du noyau de l'atome A. Mais ici, par exemple, nous avons l'atome 1 qui est un non-métal, l'atome B qui est un non-métal et chacun d'eux va partager 2 électrons pour compléter sa couche d'énergie. Parce qu'ici, nous avons 2, ensuite 2, ensuite 2, ça fait 6. 6 électrons qui tournent autour de B et l'autre atome A, lui aussi, il a 6 électrons. Donc, s'ils partagent chacun 2 électrons de sa part, donc nous aurons 4 électrons ou 2 paires d'électrons qui vont graviter autour des 2 atomes avec une vitesse très rapide pour remplir la couche extérieure de B et rendre le nombre d'électrons 8 parce qu'il aura ces 6 électrons qui sont déjà présents, qui sont ici colorés en bleu. En plus, il y aura ces 2 électrons rouges qui viennent de l'atome A. Donc, B aura 8 électrons dans sa couche extérieure et A aura aussi 8 électrons. Donc, quand il nous manque seulement un électron pour compléter la couche extérieure, on fait une liaison simple et il y a de l'énergie libérée, bien sûr. Quand on a 2 électrons qui manquent pour compléter la couche extérieure, donc on aura une liaison double. Et quand on a seulement, comme ici, 5 électrons dans la couche extérieure, donc il nous manque 3 électrons pour compléter, de même que l'atome A lui manque lui aussi 3 électrons pour compléter la couche extérieure. Donc chacun va partager 3 électrons avec l'atome voisin et dans ce cas, nous allons avoir une
liaison triple et cette liaison triple va consister de 3 paires d'électrons et dans ce cas-là, chacun de ces atomes, atome A et atome B, aura 8 électrons dans sa couche extérieure. Les 5 électrons qui sont déjà présents et 3 autres électrons qui proviennent de l'atome voisin. Ici, nous vous donnons des exemples très spécifiques. Par exemple, ici, l'azote, une molécule d'azote. Nous avons 3 paires d'électrons qui sont partagés entre les 2 atomes de nitrogène. Dans ce groupe cyanure, c'est pas une molécule parce qu'il y a un électron en plus ici. Il y a aussi 3 électrons qui sont partagés entre le carbone et l'azote parce que le groupe cyanure, c'est Cn. Et dans ce gaz-là, qui est l'éthine, C2H2, nous avons 3 paires d'électrons qui sont partagées entre le carbone et le carbone. Et dans ce cas-là, mais il y a aussi une autre paire qui est partagée avec l'hydrogène parce que vous savez que le carbone a essentiellement 4 électrons dans sa couche extérieure et donc il aura besoin de 3 électrons provenant de l'autre carbone, ça fera 7 et le 8e va viendre ou va être obtenu en partageant un électron avec un atome d'hydrogène. Euh, Bien sûr, dans les réactions biochimiques, on ne fait pas de diagramme, on écrit les liaisons comme ça. Donc, par exemple, ici, nous avons une liaison covalente simple. 2 atomes de chlore sont liés par un seul doublet électronique pour former une molécule de dichlore. Pourquoi dichlore? Parce qu'elle consiste de 2 atomes de chlore. Et qu'est-ce que c'est qu'un doublet électronique? Un doublet électronique, c'est une liaison qui est formée d'une paire d'électrons seulement. Mais ici, les 2 atomes d'oxygène sont liés par 2 doublets électroniques pour former une molécule d'oxygène, ou plus précisément une molécule de dioxygène. Et ici, les 2 atomes d'azote sont liés, comme on vient de le voir, par 3 doublets électroniques pour former une molécule de diazote. Maintenant, nous allons parler de la polarité des liaisons. Qu'est-ce que c'est que des liaisons covalentes non polaires? Mais avant d'expliquer les liaisons covalentes non polaires, vous avez dû remarquer que toutes les liaisons covalentes ont été faites entre 2 atomes qui sont chacun d'eux est un non-métal. C'est-à-dire que quand les atomes qui forment les liaisons forment des liaisons covalentes, c'est parce qu'ils sont des non-métaux. Mais pour les métaux, c'est quelque chose de différent parce qu'ils peuvent perdre ou gagner des électrons et alors la liaison ne sera pas faite en partageant des électrons, mais en perdant et gagnant, c'est-à-dire que ce serait une liaison ionique. Qu'est-ce que c'est que les liaisons? Donc, pour la polarité des liaisons, on part toujours de polarité de liaison covalente. Il n'y a pas de polarité dans les liaisons ioniques. Si vous avez une liaison covalente non polaire, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ces électrons qui sont partagés, par exemple, entre l'oxygène et l'oxygène, vont être partagés de manière égale. C'est-à-dire, bien sûr, ces électrons, que ce soit les électrons colorés ici en violet ou en vert, ils sont dans la couche extérieure et ils gravitent autour du noyau de l'oxygène. Donc, quand on dit qu'ils sont partagés de manière égale, cela veut dire que les électrons vont graviter autour de l'oxygène pendant une période de temps qui est exactement égale à la période de temps qu'ils prennent pour graviter autour de l'autre atome d'oxygène. Donc, un exemple, c'est la molécule d'oxygène qui est ici représentée
par O, et au milieu, nous avons cette liaison covalente double parce que nous avons deux paires d'électrons qui sont partagés. Mais la même chose se passe dans une molécule d'hydrogène. Et donc, nous pouvons constater, quand nous avons une molécule diatomique qui est formée de deux atomes, mais ces deux atomes sont semblables. Donc, la molécule, c'est une molécule d'un élément. Et alors, dans ce cas-là, le nombre atomique de cet atome est similaire au nombre d'atomiques de l'autre atome, de même que la configuration électronique, la distribution des électrons et tout. Donc, la force d'attraction sur les électrons de la part du noyau de l'oxygène à droite est la même que la force d'attraction du noyau positif sur les électrons négatifs de la part du noyau à gauche. Donc ici, nous avons un autre exemple de liaison covalente non polaire entre deux atomes d'hydrogène qui forment une liaison non polaire parce que les deux atomes sont identiques et donc l'électronégativité dont on va parler tout à l'heure, mais pour le moment, donc la force d'attraction des deux noyaux sur les deux électrons est la même et donc les électrons sont partagés de façon égale. Mais il y a des liaisons covalentes qui sont polaires, c'est-à-dire que les électrons partagés entre les deux atomes ne sont pas partagés de manière égale, ou plutôt, on dirait qu'ils sont partagés de manière inégale. Et la cause est claire. La raison, c'est que ces molécules-là, où on peut trouver des liaisons covalentes polaires, sont formées d'éléments différents. Alors, la liaison est déséquilibrée ou asymétrique. Par exemple, si nous voyons cette liaison-là entre le carbone et l'oxygène, l'électronégativité de l'oxygène est 3,44, alors que l'électronégativité du carbone est 2,55. Qu'est-ce que cela veut dire l'électronégativité? Nous allons le voir tout de suite, mais l'électronégativité, c'est une mesure de la force d'attraction sur les électrons partagés. Donc, quand on dit que l'électronégativité de l'oxygène est plus grande que celle du carbone, donc les électrons partagés entre le carbone et l'oxygène vont passer beaucoup ou relativement plus de temps autour du noyau de l'atome d'oxygène qu'autour du noyau de l'atome du carbone. Et donc, nous avons une sorte de déséquilibre ou une façon de partager les électrons de manière inégale. Dans ce cas-là, on décrit la liaison covalente entre le carbone et l'oxygène comme une relation covalente polaire, c'est-à-dire inégale, c'est-à-dire asymétrique ou déséquilibrée. Nous avons ici un autre exemple très fameux, ça c'est la molécule de l'acide hydrochlorique ou chlorure d'hydrogène. Et ici, nous allons voir que nous avons ce symbole-là qui indique que la charge sur l'hydrogène est partiellement positive, alors que, c'est-à-dire, ce n'est pas une vraie charge positive, c'est une charge partielle positive. Et on va expliquer ça. Alors que la charge sur l'atome l'atome de chlore est partiellement négative. Donc, qu'est-ce que cela veut dire et pourquoi est-ce qu'on a cette charge partiellement positive sur l'hydrogène et cette charge partiellement négative sur le chloryle? Ici, nous avons l'hydrogène qui est un non-métal et le chlore qui est un non-métal. Donc, quand nous avons deux atomes non-métal qui font une liaison, ils vont partager des électrons. Ils vont faire une liaison covalente. Mais ici, puisque l'électronégativité du chlore ou son habilité
de faire une attraction sur ou d'exposer les électrons partagés à une attraction plus forte vers le chlore que vers l'hydrogène, et on va voir pourquoi. Donc le chlorine est plus électronégatif que l'hydrogène. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le noyau de cet atome de chlore, pardon, le chlore, non pas le chlorine, ça c'est anglais, donc l'atome de chlore, le noyau, va attirer les électrons de cette liaison-là plus forcément que l'hydrogène. Pourquoi? Parce que l'atome de chlore a plus de charge positive dans le noyau et donc il va exposer ces électrons à une attraction plus grande. Donc les électrons tourneront plus longtemps autour de l'atome de chlore qu'autour de l'atome d'hydrogène parce que le chlore a une force d'électronégativité plus grande. Et alors, c'est pour ça que l'on dit que l'atome de chlore, et on dit atome, pas ion, parce qu'il n'y a pas de perte d'électrons ici, l'atome de chlore porte une charge partiellement négative, alors que l'atome d'hydrogène porte une charge partiellement, pardon, l'atome de chlore porte une charge partiellement négative, alors que l'atome d'hydrogène porte une charge partiellement positive. Donc, lorsque deux atomes ou plus sont liés, la molécule entière, euh, la liaison au début peut être polaire ou non polaire, mais qu'est-ce que la polarité des molécules sera? Est-ce qu'elle sera polaire ou non polaire? On va expliquer ça en détail. C'est-à-dire que si vous avez une liaison polaire ici entre l'oxygène et le carbone, cela ne veut pas dire que la molécule tout entière est polaire ou polarisée. De même que ici, par exemple, nous avons la molécule d'eau qui a une particularité très intéressante. Donc, lorsque les atomes sont liés, les liaisons peuvent être polaires ou non polaires, comme on vient de l'expliquer, mais dans la partie suivante de cette vidéo, nous allons expliquer l'attitude des molécules ou l'état des molécules. Est-ce qu'elles seraient polarisées ou non polarisées? Par exemple, ici, nous avons le dioxyde de carbone. Et vous voyez ici la structure chimique du dioxyde de carbone. Nous avons un atome de carbone qui fait une liaison covalente double avec un atome d'oxygène d'un côté et une autre liaison double avec un atome d'oxygène de l'autre côté. Comme nous le savons, l'électronégativité de l'oxygène est plus grande que celle du carbone. Donc, les électrons graviteront ou tourneront autour du noyau de l'oxygène plus longtemps qu'ils tournent autour de celui du carbone. C'est pour cela que chacun des atomes d'oxygène autour du carbone, à droite et à gauche, sont partiellement négatifs, mais l'atome de carbone est partiellement positif. Donc, les électrons, s'il y a un vecteur qui représente la force d'attraction, donc les électrons seront attirés vers l'oxygène à droite avec une certaine force et ils seront aussi attirés vers la gauche avec une force égale. Et donc, nous allons avoir deux vecteurs opposés dont la direction est opposée alors que la quantité ou la valeur est égale et ils vont s'annuler les uns les autres. Donc, la molécule tout entière de carbone, de dioxyde de carbone sera non polaire, bien que chacune des liaisons est polaire. Donc, c'est une molécule non polaire. Et qu'est-ce qui a aidé cela à se réaliser? C'est que la molécule est linéaire. Donc, ce que je viens d'expliquer dépend de la symétrie de cette molécule, c'est-à-dire nous avons deux atomes semblables à droite et à gauche, donc il y a une symétrie dans la molécule, mais aussi, ce qui est très important, c'est que la molécule est linéaire, c'est-à-dire
que les trois atomes existent sur une ligne droite. C'est-à-dire qu'ici, nous avons un angle de 180 degrés. Et pourquoi est-ce qu'il est important d'expliquer que la molécule est linéaire? Parce que seul quand les deux vecteurs sont sur la même ligne, les deux vecteurs dont on vient de parler, provenant de l'électronégativité, seuls quand ils sont linéaires, ils peuvent s'annuler. Mais dans le cas de l'eau, par exemple, ici, nous avons une force d'attraction plus grande vers l'oxygène, de la part de l'oxygène vers cet atome d'hydrogène et vers l'autre atome d'hydrogène. Donc, nous avons deux vecteurs qui représentent la même quantité ou la même valeur de la force et qui sont opposés, l'un allant de droite à gauche et l'autre allant ou se dirigeant de gauche à droite, mais ils ne peuvent pas s'annuler. Ils ne peuvent pas, on ne peut pas dire que leur valeur est zéro parce qu'ils ne sont pas sur la même ligne droite. Donc la molécule de l'eau, il est vrai qu'elle est polaire parce que les liaisons sont polaires et en plus, sa géométrie est coudée, c'est-à-dire qu'il y a un angle entre l'hydrogène et l'oxygène, entre ce vecteur-là et l'autre vecteur. Donc, comme on vient de le dire, la molécule de l'eau est une molécule polaire à cause de la différence d'électronégativité entre l'hydrogène et l'oxygène et aussi à cause de la présence de cet angle entre ces deux vecteurs-là, c'est-à-dire que ces deux vecteurs-là ne sont pas sur une ligne droite et donc les forces ne peuvent pas s'annuler. Le fait que la molécule est coudée, cela est correct parce que il y a un angle entre, donc elle n'est pas linéaire, mais asymétrique, ça c'est un sujet de controverse. Et cette controverse vient du fait que certains savants disent qu'elle est symétrique parce que vous avez un atome d'hydrogène de chaque côté et que la différence d'électronégativité à droite est égale à celle à gauche et que vous pouvez tourner la molécule 180 degrés, elle aura la même conformation, mais les savants qui disent qu'elle est asymétrique disent cela parce qu'elle est non linéaire. Donc, comme on vient de le dire, la molécule de l'eau est une molécule non linéaire et elle est une molécule polaire, c'est-à-dire que nous avons ici les électrons partagés entre l'oxygène et l'hydrogène. Nous avons une paire ici et une paire là. Ces deux paires-là seront attirées à l'oxygène plus qu'ils ne sont attirés aux deux atomes d'hydrogène, à chacun de ces deux atomes. Donc, la période de temps pendant laquelle les électrons vont tourner autour de l'oxygène est plus longue et c'est pour ça que l'on dit que l'atome d'oxygène au centre de la molécule a une charge partiellement négative alors que celui de l'hydrogène de chaque côté a une charge partiellement positive. Si la molécule était linéaire, vous voyez ici l'électronégativité de l'hydrogène est 2,2 et celle de l'oxygène est 3,4. Donc, l'électronégativité de l'oxygène est plus grande que celle de l'hydrogène. Et il y a une différence d'électronégativité. Et bien que la différence ici entre 3,44 et 2,2 soit égale à celle-là, à droite, mais ils ne peuvent pas s'annuler parce que la molécule est non linéaire. Si la molécule était linéaire, les forces d'attraction pourraient s'annuler, mais elles ne le peuvent pas parce que la molécule est non linéaire. Et ici, vous voyez l'angle
en degrés entre cette liaison-là et l'autre liaison qui est 104,45 degrés. Le dioxyde de carbone est une molécule non polaire malgré les liaisons polarisées. Donc, la condition du dioxyde de carbone est totalement différente de celle de l'eau. Pourquoi? Nous avons ici un atome d'oxygène et nous avons une différence d'électronégativité, c'est-à-dire que cette liaison est une liaison polaire parce que l'oxygène est partiellement négatif, ayant une électronégativité plus haute, alors que l'hydrogène est partiellement positif. Mais ce qui se passe, c'est que malgré que les liaisons, ou bien que les deux liaisons soient polaires, mais la molécule en général n'est pas polaire, elle est non polaire parce que ces deux liaisons sont linéaires. Donc le diagramme n'est pas très correct, mais j'ai apporté ce diagramme parce que c'était un des diagrammes rares qui montrent comment il y a une différence ici et qui montre les vecteurs. Il m'était très important de vous montrer les vecteurs. Il y a des diagrammes plus corrects et plus beaux que celui-ci, mais ils n'ont pas ces vecteurs-là. Je voulais vous montrer ces vecteurs pour montrer que les flèches sont opposées et donc elles peuvent s'annuler seulement si elles sont sur la même ligne. Et en effet, elles sont sur la même ligne. Donc, dans ce diagramme-là, bien qu'il montre les vecteurs, mais il y a une faute, c'est que les deux forces représentées ici ne sont pas représentées sur la même ligne. Donc, ce diagramme-là est plus correct parce qu'il vous montre que les liaisons sont sur la même ligne. Eh bien, je viens de découvrir que les vecteurs sont visibles ici et donc il n'avait pas besoin j'avais pas besoin d'apporter ce diagramme qui a une faute. Donc, pardon. Alors, les facteurs influençant l'électronégativité. Qu'est-ce qui va déterminer si un atome précis va avoir une électronégativité trop petite ou une électronégativité trop grande? Donc, on va commencer, avant d'expliquer ça, par expliquer ce que l'électronégativité est. L'électronégativité d'un certain atome est la mesure de la force avec laquelle le noyau de cet atome peut attirer les électrons qui sont partagés dans une liaison avec un autre atome. Et il y a trois facteurs essentiels qui vont déterminer l'électronégativité de cet atome-là. Le premier, c'est la taille du rayon atomique, c'est-à-dire les dimensions du rayon de l'atome. Est-ce que le rayon est grand ou il est long ou court, il est grand ou petit? Ça, c'est un facteur important, mais ce n'est pas le seul facteur qui va déterminer l'électronégativité. Donc, l'électronégativité sera le résultat net de ces trois facteurs-là. Le second facteur, c'est la charge nucléaire, c'est-à-dire le nombre de protons qui sont présents dans le noyau. Et le troisième facteur, c'est l'effet d'écran des électrons internes, c'est-à-dire les électrons dans la couche interne jouent un rôle très important pour diminuer l'électronégativité, comme nous allons le voir, en diminuant la force d'attraction entre le noyau et les électrons externes. Et donc, ils forment comme une barrière entre le noyau et les électrons de la couche extérieure. Ils diminuent donc la force d'attraction. Ici, par exemple, vous pouvez voir que nous avons l'atome de zinc où nous avons 2 électrons dans la couche interne et puis 8 électrons, ensuite 18 électrons, ensuite 2 électrons de valence à l'extérieur. Donc, si vous pensez de la force d'attraction entre le noyau et les électrons, vous avez ici
un grand nombre de protons à l'intérieur, qui est 2 plus 8, ça fait 10, ensuite 28, 30. Nous avons 30 électrons distribués dans ces couches-là, et donc nous avons 30 protons à l'intérieur. Quand vous pensez, quand vous réfléchissez à propos de la force entre ces 30 protons à l'intérieur du noyau et les 2 électrons à l'extérieur, vous devez constater alors tout de suite que ça doit être une force très grande. Oui, naturellement, ça devrait être une force très grande, mais s'il n'y avait pas ces électrons-là qui font comme une barrière ou un écran que l'on appelle en anglais shielding effect, ils ont l'effet d'écran comme une barrière. Pourquoi? Parce qu'il y a une force de répulsion entre ces électrons et ces électrons de la couche externe. Chaque fois que le noyau essaie d'attirer ces 2 pauvres électrons de la couche extérieure, cette force d'attraction sera annulée ou diminuée par la force de répulsion avec ces électrons des couches internes. Nous allons discuter des facteurs de l'électronégativité un par un. Nous allons tout d'abord avoir plus de détails à propos du rayon atomique. Plus le rayon est grand, plus les électrons sont loin du noyau et donc le noyau est moins capable d'attirer les électrons de la valence. Et quand la force d'attraction diminue, donc l'électronégativité diminue. Donc imaginez que vous avez cet atome et il y a une grande différence entre le noyau et la couche extérieure. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'électrons qui remplissent, par exemple, comme ici, en cas du zinc, 3 couches. Et donc, l'atome a un rayon très grand, donc une distance relativement grande entre le noyau et les électrons extérieurs, et cela diminue la capacité d'attraction, parce que l'attraction est inversement proportionnelle au rayon de l'atome. Pardon. Et le second facteur, c'est la charge nucléaire. Plus le noyau a des protons et plus la charge est positive à l'intérieur du noyau, plus nous allons avoir de force d'attraction sur les électrons des couches extérieures. Donc cela va être un facteur positif et la relation sera directement proportionnelle et quand la charge nucléaire augmente, l'électronégativité, elle aussi, augmente. Et maintenant, nous revenons au troisième facteur que l'on vient d'expliquer, qui est l'effet d'écran. Quand vous avez plus de couches entre le noyau, quelle que soit la charge positive à l'intérieur du noyau et les électrons de la couche extérieure, donc ces électrons-là vont diminuer ou réduire la force d'attraction du noyau sur les électrons externes parce que si le noyau a ou exerce une force d'attraction sur les électrons extérieurs, les électrons intérieurs, eux, ils donnent de la répulsion envers ces électrons extérieurs ou ils exercent une force de répulsion envers ces électrons extérieur. Et plus vous avez d'électrons dans les couches, plus l'effet d'écran est grand et donc la répulsion avec les électrons. Comment cela va s'appliquer sur le tableau périodique? Vous savez bien sûr que nous pouvons ranger les éléments dans le tableau périodique selon leurs caractéristiques ou leurs propriétés chimiques. Si on considère seulement l'électronégativité, si nous nous concentrons seulement sur l'électronégativité, donc si vous allez dans une seule période horizontale de gauche à droite, c'est-à-dire vous commencez à gauche et vous terminez à droite, donc la charge du noyau augmente. Mais en même temps, donc il y a un effet positif quand la charge du noyau augmente, donc l'électronégativité, elle, va augmenter.
Mais en même temps, il y a un autre facteur qui est le rayon de l'atome. Est-ce que le rayon de l'atome va augmenter parce qu'on a plus de protons et donc plus d'électrons? Non, le rayon va diminuer, mais il va diminuer d'une façon très insignifiante. Pourquoi? Parce que la force d'attraction électrostatique exercée, pourquoi, ici veut dire pourquoi est-ce que le rayon diminue? Donc, parce qu'il y a une force d'attraction électrostatique provenant du noyau qui attire les électrons euh, et les électrons périphériques, c'est-à-dire les électrons extérieurs. Et quand la charge du noyau augmente, donc cette force d'attraction augmente et cette force d'attraction fait que les électrons viennent vers le noyau et donc l'atome a un rayon qui est un peu diminué. Pourquoi un peu? Parce qu'il y a un facteur qui augmente le rayon, qui est le grand nombre de protons et donc le grand nombre d'électrons, et donc une configuration électronique qui va occuper plus de couches d'énergie, mais en même temps, il y a un facteur opposé qui est que le grand nombre de protons va faire que la force d'attraction avec les électrons périphériques va augmenter et va essayer d'approcher les électrons vers les noyaux. Donc, le net effect, c'est quoi? C'est que l'électronégativité augmente, c'est-à-dire la grande charge du noyau va gagner. Mais qu'est-ce que l'effet d'écran? Qu'est-ce qu'est l'état de l'effet de l'écran? Est-ce qu'il va augmenter ou diminuer? L'effet d'écran, c'est-à-dire de shielding effect en anglais, c'est-à-dire la présence des électrons internes qui diminuent la force d'attraction, il reste à peu près constant. Parce que quand vous allez de gauche à droite dans une période du tableau périodique, il n'y a pas de couche électronique qui est ajoutée. C'est-à-dire qu'à la fin, tout à la fin, à droite, on arrive presque à compléter le niveau extérieur, mais on n'ajoute pas de couche externe. Donc, le nombre de couches reste le même, c'est-à-dire on arrive au maximum et tout ce qu'on fait quand on va de gauche à droite, c'est qu'on ajoute un électron en plus chaque fois jusqu'à compléter la couche extérieure. Mais il n'y a pas de couche additionnelle qui va être ajoutée et donc l'effet d'écran ne va pas augmenter. Si nous voyons le tableau périodique, vous voyez ici que le nombre atomique augmente dans la même période de gauche à droite. Donc, vous avez 19. Vous commencez par 19. Vous ajoutez un proton chaque fois ou un électron, donc, jusqu'à ce que vous arriviez à l'élément qui a un nombre atomique 36 et cela se fait dans chacune des périodes. Mais quand on parle de la famille, c'est-à-dire quand on va de haut en bas, vous voyez que le nombre atomique augmente d'une façon très signifiante. C'est-à-dire quand vous allez horizontalement, chaque élément a un numéro atomique ou un nombre atomique qui est seulement euh, plus grand que le précédent par 1. Mais dans les familles qui sont verticales, on saute, les nombres sautent de 9 à 17, à 35, à 53, etc. Donc, le nombre de protons dans le noyau augmente et donc le nombre d'électrons dans les couches d'énergie autour du noyau augmente. Donc, il y a plus de couches d'énergie et le rayon atomique grandit beaucoup car des couches électroniques supplémentaires sont ajoutées. Et si on a des couches électroniques supplémentaires qui sont pleines d'électrons, donc l'effet d'écran va aussi augmenter. Et cela provient de quoi? L'effet d'écran, comme vous le savez, provient des électrons qui remplissent les couches électroniques internes qui existent. Qu'est-ce qu'on veut dire par les couches électroniques internes? Ce sont les couches qui existent entre le noyau et la couche externe. Et donc,
le plus vous avez d'électrons dans ces couches-là, le moins vous avez d'attraction entre le noyau et les électrons de valence et donc l'électronégativité va diminuer. Ici, nous allons voir trois exemples très intéressants pour vous montrer que quand les liaisons sont polaires, les molécules peuvent être polaires ou peuvent être non polaires. Par exemple, ici, dans une molécule d'eau, elle est fondée par deux liaisons, une liaison avec l'oxygène central et un atome d'hydrogène et un autre à gauche. Donc ici, vous avez un atome d'oxygène qui est lié à deux atomes d'hydrogène. Et puisque l'oxygène a une électronégativité beaucoup plus haute que celle de l'hydrogène, donc les deux atomes d'hydrogène dans cette molécule d'eau sont partiellement positifs, alors que l'atome de l'oxygène est partiellement négatif. Donc ici, vous pouvez voir que c'est très logique. La liaison covalente ici, pardon, elle est polaire et la molécule elle-même est polaire. Ici, pour le dioxyde de carbone, vous savez que la relation entre le carbone ou que la liaison chimique entre le carbone et l'oxygène est polaire, où le carbone est partiellement positif et l'oxygène est partiellement négatif, mais parce que la molécule est symétrique et linéaire, les deux doivent être mentionnés. Donc, bien que chaque liaison soit polaire, mais la molécule entière n'est pas polaire. Et ici, pour le méthane, qui est un gaz, vous avez un carbone au centre et quatre atomes d'hydrogène. La liaison elle-même n'est pas polaire et la molécule tout entière n'est pas polaire. Et ici, nous allons